quand je sais que cet habit est cistercienne, évidemment, moi je suis plus proche, en tant que chrétien, du monde cistercien, du monde du Moyen-Âge, que du catholicisme du 19e par exemple. Voilà. Donc le fait, j'ai une tante aussi qui a été missionnaire au Burkina Faso du milieu des années 50 jusqu'en 2002-2003. Donc j'ai grandi aussi, même si j'étais pas un féru de catéchisme, j'ai grandi aussi avec, dans un univers, on va dire, catholique, même si moi j'étais pas forcément très pratiquant. Mais j'ai grandi dans des atmosphères un peu comme ça, où le religieux a une place importante. Et quand je rentre dans cet habit, évidemment, je sais que c'est un habit de femme, que c'est toujours des femmes qui ont dirigé ce lieu depuis que c'est un centre d'art, que la majorité de l'équipe est composée de femmes. Voilà. Donc évidemment, ça a une résonance en moi. Et quand je m'intéresse à l'histoire et qu'en plus je m'aperçois que au sein même de l'abbaye, on enterrait par exemple les religieuses, bah voilà, moi ça pose les choses. Mon rapport au sol, qui est aussi lié à ceux qui sont en dessous, nos proches disparus, bah évidemment ça résonne en moi. Et du coup, j'adapte, je fais ce jardin fleuri. En même temps, ça m'amène à penser à ces religieuses qui étaient là, sous le sol. Donc du coup, à avoir cette idée de coffrage pour faire cette pièce qui s'appelle Les Cisterciennes. Ça résonne aussi par rapport à mon amour pour Sainte Marie. Donc cette femme qui perd un enfant, bon, il s'avère que c'est le Fils de Dieu, Jésus, mais en même temps pour moi ça symbolise le fait que c'est nos enfants, c'est nos parents, nos proches qui partent, et nous on doit continuer à vivre. Là, on est dans la salle des religieuses, donc qui est la plus grande des 3 salles dans lesquelles je fais des créations spécifiques. C'est aussi la salle, alors moi je l'appelle parfois la salle des 3 colonnes, donc la salle la plus grande et qui est tout en longueur, donc qui me semblait la plus juste par rapport à mon projet de jardin fleuri. Donc ce jardin est constitué de plusieurs milliers d'assiettes. Donc au départ, j'avais calculé environ 9000. On va plutôt être aux alentours de 8000 assiettes. Et ces assiettes, récoltées dans des Emmaüs, dans des secours populaires, sur tous les vides-greniers, donc que j'ai fait depuis 13 mois, à Bruxelles, jusqu'à Landerneau, Nantes, la ville où je vis. Donc petit à petit, j'ai rempli mon appartement de 55 mètres carrés de carton, de sacs. Donc pendant quelques mois, ma vie a été un peu réduite à cette collection qui envahissait tout l'appartement. Donc ça, c'est le stock, c'est un des stocks d'assiettes qui en fait me permet de préparer les fleurs. Donc quand j'arrive des vides-greniers par exemple, je dépose les plus belles ou celles qui me semblent pouvoir être intéressantes pour faire des combinaisons. Ça me permet d'avoir une sorte de comptoir comme ça d'assiettes, un peu comme un parfumeur qui serait avec son orgue de parfum, et de pouvoir commencer à regarder les couleurs, les motifs, et à commencer à composer avant d'aller laver. En fait, je lave les assiettes et je note à la fin de chaque journée où je lave les assiettes le nombre d'assiettes lavées et le nombre de fleurs réalisées. Donc là, par exemple, la dernière fois, je me suis arrêté donc à 742 fleurs formées par 1325 assiettes lavées.
Le montage vient de commencer hier, la disposition des fleurs, le jardinage. Et petit à petit, je vais peut-être répartir les zones de couleurs. Je fais par exemple juste devant moi là, un coin avec les henriaux. Je vais choisir au fur et à mesure la répartition de ces fleurs dans l'espace. Une fleur, c'est soit une assiette toute seule, je pense par exemple aux assiettes henriaux qui ont au centre souvent une très belle fleur assez dessinée, colorée, ou à d'autres assiettes qui, par exemple, les petites fleurs sont autour, et dans ce cas-là, je rajoute une autre assiette au milieu, plus petite, voire encore une troisième. C'est ce que j'appelle un peu les fleurs nénuphars. Donc c'est un jardin à la française avec des allées droites. Quand on rentre dans cette salle des religieuses, on a une allée en face de soi, il y a 2 autres allées pour rejoindre l'autre allée sur le côté, et il y a différentes ambiances. Au-delà d'être un jardin constitué d'assiettes de fleurs, c'est aussi une collection, c'est-à-dire quelque chose dans mon travail qui revient régulièrement, la constitution d'une œuvre à partir d'éléments. Et la plupart du temps, c'est des éléments que je ne fabrique pas, que je ne construis pas, mais des éléments qui existent déjà. C'est une collection qui, je pense, peut parler à beaucoup de gens parce qu'on peut y reconnaître des assiettes familiales, mais qu'en même temps, il y a un vrai patrimoine là. C'est-à-dire que ça brasse des générations de familles, des générations d'assiettes, des giens, des sargumines, des henriaux, des fabriques impériales et royales en Belgique. C'est aussi ça qui m'intéresse dans cette collection. Et ce jardin sera vraiment un jardin fleuri qui justement réunira un ensemble d'assiettes, on va dire de la fin du 19e au début du 21e siècle. Ici, on est dans la salle du chapitre. Donc c'est la salle que j'ai rebaptisée les Cisterciennes, puisque sous nos pieds se trouvaient les corps de sœurs. Donc c'était un lieu de sépulture. Et à partir des fouilles archéologiques, et notamment et des plans et des photographies, j'ai déterminé l'emplacement de 20 fosses, où il y avait entre 25, 27, 30 corps. J'ai choisi le chiffre de 27. Donc au-dessus de ces 20 fosses, il y aura des coffrages en bois, bruts, comme si j'étais un archéologue et qu'à la fin de ma journée de fouille, je pose un coffrage dessus pour protéger le lieu de la fouille. Un coffrage assez bas, qui peut ressembler effectivement à une tombe. Et sur ce coffrage, je fais placer une petite fleur marquetée à la place, et on peut dire de la tête du défunt, et aussi là où on met symboliquement en général la croix du Christ. On peut imaginer par exemple que la majorité vont être comme ça, ouais. Et on peut imaginer que, donc il y a 27 fleurs, il y en a 6 qui sont dans l'autre sens, et qui viennent s'interférer dans l'ensemble des 20 coffrages. C'est juste après, dans la tige et surtout dans les pétales, que là on peut se permettre des nuances. Et donc du coup de mettre des essences exotiques aussi. Là, on va avoir l'embarras du choix. Ouais. Ouais, un truc. Les fleurs qui sont marquetées sur chacun des coffrages, alors parfois c'est une fleur, parfois c'est 2, quand il y avait 2 sépultures l'une sur l'autre, et chacune de ces fleurs est différente, soit par les utilisations d'essence de bois pour la tige, soit parce que parfois il y a une feuille à la tige qui est différente, et surtout dans les fleurs où il y a 12 ou 13 essences de bois différentes. Et elles sont aussi différentes puisque parfois la fleur est tournée vers la gauche ou vers la droite. Donc chaque personne a sa propre fleur, on peut dire. Donc une sorte d'hommage personnel, même si le cartouche posé, incrusté dans chaque coffrage, évidemment, est au même format. Ici, donc, on est dans la salle du parloir, qui est une salle carrée, avec en son centre donc, mon ami la colonne. Cette colonne, en fait, et le fait que cette salle soit carrée, m'ont fait penser à une pièce que j'avais envie de réaliser depuis très longtemps, qui est une patinoire. L'idée de cette patinoire, c'est toujours d'être en action. Donc souvent, ça a été moi, sur des petites surfaces en bois, donc soit estrade d'école, soit parquet du Musée des Beaux-Arts de Nantes quand j'y ai fait une résidence. Et c'est évidemment une pensée aussi vers une action que je fais depuis 1998, exactement le 3 janvier 1998, où à l'église Notre-Dame du Bon-Port, à Nantes, sous le dôme, il y a une rosace en bois.
Et moi, en tant que croyant, puisque c'est l'église que je fréquente depuis que je suis lycéen, j'ai décidé de modifier mon temps de recueillement, de plus être assis ou debout, mais d'être actif dans le lieu, pour le lieu. Donc j'ai décidé de venir avec 2 paires de patins que j'ai découpés dans un morceau de feutre. Et mon temps de recueillement est consacré uniquement à la rosace. La pensée principale, c'est agir. Agir pour le lieu. Et je sais qu'en tournant de plus en plus, puisqu'elle fait 1m40, 1m50 de diamètre, je vais très lentement, il ne s'agit pas d'une course de vitesse, mais vraiment d'un état de recueillement. Et plus je vais tourner, et plus évidemment le bois va se mettre à briller, il va chauffer, et du coup ça fait ressortir les essences. Et quand j'ai terminé ce recueillement, on pourrait dire cette prière au lieu, eh bien je repars avec le lieu, la rosace qui est beaucoup plus brillante. Là, dans cette salle du parloir, on va être dans un registre un peu différent. Cette piste, elle est marquetée, c'est-à-dire qu'on se rapproche d'un parquet qui serait celui d'un château ou d'une très belle demeure, mais en même temps avec des fleurs très stylisées. Là, on est sur le chêne. Donc le chêne, c'est plutôt l'extérieur, plus les éléments qui viennent encadrer chaque fleur, chaque panneau, et puis qu'on retrouve à l'intérieur. Là, on a le frame qui est plus clair, donc qui lui vient et faire le panneau dans lequel il y a la fleur qui s'inscrit, plus le grand cadre intérieur, qui vient comme ça se coller avec le chêne. Et le noyer, lui, eh bien, il vient, alors non pas comme ici en clair, mais on va le mettre sur le premier petit cadre, on va dire. Et ensuite, on retrouve extérieur de la fleur, plus ce soleil-là. Voilà. Et donc ça va venir en contraste. Ça va permettre de contraster, de retrouver les deux qui vont jouer comme ça. Voilà. Et le noyau central sera de nouveau en frame. Et donc on reste, on va dire assez classique, mais et qui permet à l'ensemble de donner aussi un rythme. Donc là voilà le plan de coupe, la structure, comme je disais, ça, tout ce qui est en gris c'est du contreplaqué. Ouais. Voilà, là c'est du plaquage. Ouais. Ici c'est des traverses, tout ce qui est lisse, etc. c'est du massif. D'accord. Ensuite ici on a le principe d'un parquet, le centre en fait c'est un autre principe, c'est plutôt le principe d'un parquet mosaïque, Ouais. avec de fines plaquettes de bois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis la partie centrale, c'est encore le principe d'un parquet mosaïque, mais on a fait encore un sandwich plus petit parce que faut surtout pas que ça travaille. Parce que étant donné qu'on incruste des motifs, si ça se rétracte, on ne pourra plus les mettre. Donc voilà. Ah, ok. D'où la différence d'épaisseur dont tu me parlais. Voilà. Il y a des différences d'épaisseur de plaquage, Ouais, voilà. ouais. Mais bon, ça reste quand même. Après, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, non, non. C'est beaucoup. D'usure, hein. C'est ça. C'est pas comme un parquet sur lequel on marche. Ouais, ouais, ouais. Non, puis là, ce sera que patiné. Donc, Voilà, c'est ça. Voilà. Quand on rentrera dans la salle, ça sera donc, tu as vu, 11 cm d'épaisseur. Oui, ça. Et on aura autour de la colonne la patinoire. Et on pourra, il y aura 7 paires de patins. Donc c'est une patinoire pour tourner, pour glisser, puisque évidemment ça va glisser, mais c'est pas non plus pour faire de la course de vitesse comme sur un autre vitesse en vélo ou sur la glace. C'est un lieu, quand tu rentres à l'intérieur, c'est quand même un lieu qui respire une certaine sérénité. Même si c'est plus un lieu religieux, il a tous les attributs de l'abbaye cistercienne. Ici, on est dans la salle des latrines, la plus petite salle de l'abbaye, qui ressemble un peu d'ailleurs à une chapelle. Et c'est là que j'ai eu envie d'installer donc cette œuvre qui s'appelle la chapelle Sainte-Vie. Cette chapelle devait normalement être réalisée
à l'emplacement de l'ancienne église. Et puis en fait, pour différentes raisons, on n'a pas pu la réaliser, donc j'ai décidé de faire une maquette. Exactement 2 maquettes, une petite qui représente la chapelle fermée, on voit son toit, on voit sa forme, et une deuxième plus grande qui est ouverte. Donc la façade disparaît, le toit disparaît, et ça permet de rentrer à l'intérieur de la chapelle et de voir donc au fond du chœur l'arbre de vie. Là, tu as repris aussi l'idée d'avoir des feuilles de différentes essences de bois, Ouais. quoi. Bah, en fait, j'ai regardé, ça, je me suis pris un sketch Ouais. celui-là. Ouais. Tu as des feuilles toutes simples, des feuilles Ouais, un peu plus ouais, comme non, un c'est- érable, c'est ça trois peut être un peu différents. plus comme Bah un parce que chêne. l'arbre de vie, c'est pas un vrai arbre en fait, en quelque Oui. sorte. Ça symbolise plus. Oui, il y a plusieurs fruits, Ouais. comme Il y une a poire, deux fruits, ça deux c'est une fleurs. noisette, je sais pas. Oui, parce que je te disais, ça peut se détacher plus et venir soit c'est là que c'est détaché du fond, Ouais. ou soit c'est là là c'est collé et là c'est détaché. Ça dépend aussi des formes de bois que tu vas travailler. Il y a plein de possibilités. Mais déjà dans le dessin, tu es vraiment dans exactement ce que moi je voulais rendre. Je trouve ça super bon. Juste affiner là, légèrement. Ouais. Parce que ça, moi je tiens à ce truc. Enfin, c'est comme ça dans ma tête que l'art il est en fait. Elle est comme ça, ouais. Ouais. Les racines elles commencent en bas à s'élargir. Donc un arbre de vie, c'est plutôt un symbole universel. Certes, c'est un symbole religieux, mais aussi qui fait appel à la nature. Et cet arbre sculpté avec une pomme, une poire, quelques fleurs, et où on voit toute la puissance de cet arbre qui grandit à l'intérieur de la chapelle. Donc cette chapelle est réalisée en bois. Il y a une petite balustrade, un banc, et donne déjà une idée de ce que pourrait être la chapelle plus tard si on pouvait la réaliser ici ou ailleurs.